Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Pourquoi les Allemands ont-ils occupé les chantiers navals de la CIA? Merci. Alors, il faut dire qu'il y a quelques dates qui sont importantes. Une c'est le 11 novembre 1942. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire, en histoire on a dû vous en parler, qu'est-ce qui s'est passé le 11 novembre 1942? Oui? Ah non. Ah non, non, non. Ça c'est le 11 novembre 1918, mais c'était la guerre précédente. Personne? Oui. C'était pas le jour où ils ont tout détruit sauf le pont? Ah non, 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 non. Non, alors ça c'est une question générale, je dirais. C'est qu'avant cette date-là, la France était partagée en deux zones. La zone nord et la zone sud. Et nous étions bien sûr dans la zone sud. Le 11 novembre 1942, les Allemands décident d'envahir la zone sud. Et ce qui les intéresse au sud, ce sont les arsenaux et les chantiers navals. Pourquoi? Parce qu'ils ont des bateaux à faire réparer ou à faire construire. Donc, ils prévoyaient déjà d'utiliser le chantier de la Seine parce que début juillet 1942, un ingénieur allemand avait été nommé à la direction, ou disons épaulé le directeur français, dès le mois de juillet, alors que la zone a été envahie au mois de novembre. Et cet ingénieur, au départ, commençait déjà à demander s'il y avait des jeunes qui voudraient bien travailler en Allemagne, qui étaient volontaires pour aller travailler en Allemagne. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, l'armée allemande recrutait au maximum, et donc il y avait moins de jeunes gens, moins d'hommes, en tout, de toute façon, pour faire marcher les usines. Donc ils sont venus chercher du personnel ailleurs, dans les pays qui étaient occupés, notamment en France. Donc, cet homme-là essayait de recruter, mais les Seinois, les jeunes Seinois n'étaient pas tellement favorables. Ceux qui faisaient les apprentissages, par exemple, un certain nombre d'entre eux, se sont débrouillés pour rater les examens, parce qu'il y avait un certain niveau de connaissance exigé pour pouvoir partir en Allemagne. Donc c'est aussi un acte de résistance de leur part. C'est pour ça qu'on peut dire que la résistance au chantier de la Seine a commencé dès le début, donc dès ce mois de juillet 1942, à partir du moment où cet ingénieur allemand essayait de recruter des jeunes gens assez qualifiés pour partir travailler en Allemagne. Ça a été, je pense, le premier acte de résistance. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question entièrement. Oui. Autre question peut-être, je ne sais pas. Oui. Quels syndicats sont formés au chantier pour améliorer? On est sur la résistance, Hugo. Mais on va aussi parler des syndicats pendant la résistance, et les syndicats au chantier, par exemple. Si vous voulez, je peux vous en parler. Alors, bon, si on prend l'ordre chronologique, hein, donc juillet, première apparition de cet ingénieur allemand, novembre 1942, la zone sud est envahie, et à partir de ce moment-là, il y a aussi une autre date importante qui est ce que l'on a appelé le STO, le service du travail obligatoire. Il y a peut-être une question là-dessus, je ne sais pas, je vais peut-être en parler avant. Voilà. Donc le STO a été imposé partout en France. Et dans la zone sud également, un peu plus tard qu'ailleurs, mais elle a été imposée. Qu'est-ce que c'est que le service du travail obligatoire? C'est qu'à partir de 18 ans, tous les jeunes gens d'abord, seulement les hommes, les jeunes hommes à partir de 18 ans,
pouvaient aller travailler, étaient réquisitionnés plutôt, donc on ne leur demandait pas leur avis, on les réquisitionnait pour aller travailler en Allemagne. Toujours pour la même raison, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de jeunes gens qui étaient enrôlés dans l'armée allemande et donc de moins en moins d'ouvriers pour travailler dans les usines. Donc à partir de ce moment-là, au chantier de la Seine en particulier, il y a une personne qui a été très importante, c'était le directeur français, parce qu'il y avait, à partir de novembre 1942, deux directions. La direction française qui existait déjà, qui était le directeur était monsieur Vessière, V-E-Y-2-S-I-E-R-E. Et il y avait un directeur allemand, monsieur Mautz, M-A-U-T-Z. Donc monsieur Mautz essayait de recruter, tandis que monsieur Vessière faisait tout pour éviter à ces jeunes gens de partir. Alors il faut dire que M. Vessière, par ailleurs, avait été aussi à Nantes, avant de venir à la Seine, membre d'un réseau de renseignement dans la résistance. Donc il savait très bien ce qu'il fallait faire et il donnait à tous ces jeunes gens, ou à la plupart de ces jeunes gens qui ne voulaient pas partir, il leur donnait des missions spécifiques en disant au directeur allemand, mais je suis désolé, il ne peut pas partir parce que voilà, il est indispensable dans ce travail-là, donc je suis obligé de le conserver. Donc il en a comme ça sauvé plusieurs du départ au STO en Allemagne. Ensuite, je me suis un peu perdue dans mes explications. Ta question, Lucille et Sarah. Est-ce qu'il y a des groupes de résistance? Oui. Ah oui, c'était le syndicat. C'est vrai. Mais justement, ça va me permettre de rebondir sur le syndicat. Les témoignages que j'apporte là, c'était des témoignages faits par d'anciens ouvriers des chantiers qui étaient aussi résistants, et en particulier des membres de la CGT clandestine. Vous savez que le syndicat CGT, qui existe toujours, était un syndicat qui a fait partie de ce qu'on a appelé le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire il y avait deux syndicats dans ce Conseil national de la résistance, dont la CGT. Et au chantier de la Seine, comme ailleurs, il y avait au départ ce qu'on appelait une charte. Qu'est-ce que c'est qu'une charte ? Disons des règles, pour faire court, qui protégeaient une charte donc qui protégeait les élus syndicaux. Jusqu'à ce que ce directeur allemand arrive, il y avait un syndicat, bon, mais il y avait aussi des membres de la CGT, clandestine alors, puisqu'elle n'avait pas le droit d'exister officiellement. Et ce sont ces membres du syndicat CGT clandestin qui ont fait en sorte de présenter leur candidature lorsque les élections se sont présentées. Donc, notamment, les trois personnes qui nous ont donné quelques détails sur ce qui se passait, c'était M. Grimaud, M. Garcia et M. Puccini. Ces trois personnes-là étaient membres de la CGT. Ils ont été élus comme représentants des ouvriers des chantiers. Mais il faut savoir que même si la charte les protégeait, elle les protégeait jusqu'à un certain point. C'était quand même délicat, disons, de se mettre en avant, parce que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on savait très bien à qui s'adresser, et c'était à eux en particulier, et qu'est-ce qu'ils risquaient d'être envoyés en Allemagne en camp de concentration, par exemple. Donc c'était quand même un acte de résistance assez important et assez dangereux. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où ces délégués syndicaux ont été élus, ils représentaient le personnel et chaque fois qu'il y avait des doléances envers la direction, c'était eux qui étaient chargés de rencontrer M. Motz en particulier et d'apporter les questions du personnel. Il faut savoir qu'il y a eu en tout et pour tout
6 grèves pendant la période où les Allemands ont dirigé les chantiers de la Seine. Et ces grèves, c'était important, c'était des grèves au départ d'une demi-heure, c'est-à-dire qu'au lieu de partir à 17h, le chantier s'arrêtait à 16h30. Et puis ça a pris de plus en plus d'ampleur, jusqu'à la dernière qui a été la plus longue, et ces grèves étaient basées sur des revendications de salaire, mais surtout des revendications de nourriture. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'ouvrier recevait un bol de bouillon et un quignon de pain noir. Alors vous voyez, travailler toute une journée avec dans l'estomac un bol de bouillon et un quignon de pain noir, c'était pas possible. Donc il y avait pas mal de revendications pour qu'il y ait au moins un petit morceau de viande ou quelque chose dans la soupe, ou bien est-ce qu'on aurait besoin d'avoir un peu plus de pain, ou c'était à ce niveau-là. Hein, voilà. Donc les délégués syndicaux étaient là pour apporter les revendications auprès du directeur, et ces revendications étaient plus ou moins acceptées, plus ou moins honorées. Voilà. Et la dernière qui a eu lieu, donc qui était la plus longue, elle a été faite sous la menace des mitrailleuses. Les mitrailleuses allemandes étaient postées à l'entrée, à la porte des chantiers. Ils avaient mis en batterie aussi des mitrailleuses, surtout on vous a expliqué que le bâtiment était tout en longueur à l'époque, tout le long de ce qui est le cours Toussaint-Merle. Et donc, toutes les fenêtres, à chaque fenêtre, il y avait des mitraillettes en batterie. Mais personne n'a tiré, ça s'est relativement bien passé, et tout est rentré dans l'ombre comme ça, d'autant que petit à petit, les Allemands avaient compris que la guerre était terminée, et que donc, cette dernière grève a eu lieu entre le 12 et le 17 juillet 1944. Donc cette fois-ci, ça a été plusieurs jours. Voilà. Donc le rôle des syndicats à cette époque-là, comme maintenant, est toujours le même, c'est-à-dire porter les revendications des travailleurs et essayer d'obtenir ce qui a été demandé. Autre question? Jade. Est-ce que je travaillais? Est-ce qu'il travaillait? Ah ben bien sûr. Et oui, comme je vous ai dit. Les Allemands faisaient venir ici soit des navires, on dira, à réparer, soit des moteurs à réparer, soit etc. Et il faut dire qu'à la Seine, pas un seul navire, pas un seul moteur n'est sorti du chantier de la Seine. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord le ralentissement du travail. Ça aussi, c'était une forme de résistance. C'est-à-dire que le travail qui devait se faire, admettons, en une semaine, eh bien, les ouvriers traînaient un peu, ils le faisaient en 2 semaines, 3 semaines, etc. Donc, on ralentissait volontairement le travail, sachant aussi qu'il y avait partout des personnes, des Allemands, qui surveillaient le travail. Donc, il fallait être un peu intelligent, ne pas se laisser prendre, toujours pareil, sous la menace. Hein. Donc, le ralentissement du travail, c'était une chose. Les sabotages, alors là, il y en avait plusieurs. On vous a expliqué sans doute comment étaient construits les bateaux, donc on avait besoin de grandes tôles, parce que c'est des grandes plaques de ferraille. Bon. Ces tôles étaient transportées par le train et ensuite elles étaient prises par les grues, etc. Bon. Bizarrement, de temps en temps, il y avait des tôles qui tombaient à l'eau. Bon, c'était une maladresse, entre guillemets, mais maladresse volontaire. Donc ça aussi, ça ralentissait le travail. Il y avait aussi, pour graisser les moteurs, on mettait l'huile dans des burettes, dans une sorte de récipient qui était fait pour ça. Et là aussi, bizarrement, à la place de l'huile, on trouvait de l'acide.
Donc vous imaginez un peu, quand on mettait l'acide dans le moteur, ce que ça pouvait faire. Hein. Donc le moteur terminé. Il y avait aussi, je parlais du train tout à l'heure, le train transportait donc tous les matériaux et entre chaque wagon, vous savez ce qu'on appelle des bogies, c'est-à-dire ce qui permet... bon. Et là, ben, de temps en temps, on trouvait des écrous, ce qui empêchait le train on ne pouvait plus détacher les wagons, etc., etc. Donc tous ces actes de sabotage étaient faits par des mains anonymes, on n'a jamais su qui avait fait quoi, mais en tout cas, rien n'est sorti des chantiers pour les Allemands pendant 2 ans. Voilà. En dehors de ça, d'autres actes de résistance, c'est ceux qu'on retrouve ailleurs, partout dans les villes, distribution de tracts, distribution de journaux clandestins pour mettre les gens au courant un petit peu de ce qui se passait, toutes sortes d'actes qui pouvaient être revendiqués par soit les syndicalistes, soit les membres de partis qui étaient, comme le Parti communiste, qui était interdit à l'époque. Autre question, si je peux... Comment est sauvé le pont à la fin de la guerre? Comment? Comment est sauvé? Ah, le pont, oui. Alors, il faut dire que à partir de mars 1944, la Seine a été bombardée par les Alliés, parce qu'ils essayaient justement d'atteindre le chantier naval. Sauf qu'aucune bombe n'est tombée sur le chantier naval. La Seine, par contre, a été détruite à 63%. Les Allemands ont fait ce que les Alliés n'avaient pas réussi à faire, c'est-à-dire qu'avant de partir, vous savez que la Seine a été libérée le 26 août 1944, et avant de partir donc et de se réfugier dans la presqu'île de Saint-Mandrier, les soldats allemands ont miné les chantiers et le port. Donc tout le port a été détruit, les chantiers ont été détruits, sauf le pont. Et là aussi, on nous a expliqué que c'était dû à un acte volontaire de résistants qui ont fait ce qu'ils ont pu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu éviter la destruction des chantiers. Par contre, ils ont réussi à sauver le pont. Ils ont déminé le pont n'a pas sauté, il est toujours là. Et est-ce qu'il y avait un chef de tous les résistants au chantier? Est-ce que Il y avait un chef? un chef, bon, ben, et on ne peut pas dire qu'il y a un chef des résistants, mais bon, les délégués syndicaux dont je vous ai parlé étaient vraiment très importants, très impliqués. Mais bon, non, je vous ai parlé des sabotages. Qui a fait quoi? On n'a jamais su. Donc c'était des actes individuels, preuve que la résistance a existé au chantier, preuve qu'elle était bien efficace, puisque, je vous ai dit, rien n'est sorti. Il faut dire aussi que ça a été reconnu officiellement lorsque la ville de la Seine a reçu la médaille de guerre, la médaille de guerre, la croix de guerre avec étoile de vermeil en 1948. Et il était spécifié dans cette attribution, je vous lis le texte tel qu'il est, durant toute cette période, des tracts, des journaux clandestins étaient distribués à la barbe des Allemands. La Seine a reçu la croix de guerre avec étoile de vermeil au nom de sa population ouvrière, donc ça on parle bien des chantiers qui a entraîné en permanence par des sabotages et des grèves, entravé en permanence par des sabotages et des grèves la production au détriment des forces italiennes et allemandes. Donc cette résistance a été reconnue et a permis l'attribution de cette croix de guerre à la ville en particulier. Mais il n'y avait pas que la résistance au chantier à la Seine. Il y a aussi une résistance qui s'est faite en ville. C'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Était
arrivé à la Seine en 1924, je crois. Et ça a été son premier emploi, c'était travailler au chantier de la Seine. Il est arrivé ici avec son frère. Il venait d'Arménie, donc, il avait été chassé de Turquie. Vous connaissez l'histoire pas. Donc, chassé de Turquie, venu ici. Il est resté au chantier ouvrier quelques mois avant de repartir sur Paris. Donc, voilà. Il était menuisier au chantier. Pendant la résistance, Non, c'est c'était bien de avant. parler gens. C'était en 1924, donc Il n'était pas comme résistant, mais c'était... comme ouvrier. Il était ouvrier ici. Voilà. Après, la Il est devenu résistant à Paris après. Poète et résistant, parce qu'il était aussi poète. Et panthéonisé. Et il a été panthéonisé Avec Méliné. avec son épouse, Méliné, qui était aussi résistante.